Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina-Monplaisir, je suis coéditrice de Caribou. Avec la série Balado Plus grand que la panse, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité culinaire de Bernard Lavallée. Bonjour, je m'appelle Bernard Lavallée. Vous me connaissez peut-être sous le nom du nutritionniste urbain. Je suis nutritionniste et vulgarisateur scientifique, mais j'haïs ça parler de calories puis de vitamines. Alors, Bernard, dis-moi, quelle place occupe l'alimentation dans ta vie? Ben là, c'est une vraie question, ça? Oui. Non, mais je pense que c'est une des choses qui prend le plus de place dans ma vie, mais dans la sphère professionnelle. Je pense que c'est juste parce que je suis un workaholic, donc le travail prend beaucoup de place dans ma vie. Et comme mon travail est lié à l'alimentation, ben l'alimentation, c'est mon sujet de prédilection. Donc, je suis toujours, peu importe si je joue à un jeu vidéo, j'écoute une émission, je lis un livre, je marche dans la rue, je suis toujours en train de penser à la bouffe, à ce que les gens mangent, ce que les gens mangent pas. Pourquoi ils mangent ça? Pourquoi ils mangent pas ça? Fait que c'est un peu une obsession. Mais ça, c'est vraiment dans le côté professionnel. Après ça, le côté perso, euh, je pense que... Je me souviens que j'avais une prof à l'université qui m'avait dit... Elle voulait me faire une joke, puis c'était comme un peu pour témoigner de ça, puis elle m'avait dit quelque chose genre, dans le temps des fêtes, là, t'es comme là, essaie de manger un peu, fais pas juste penser à la bouffe, genre, tu sais, ou quelque chose de même. Puis c'est vrai que c'est très cérébral, ma relation avec l'alimentation. Peut-être plus que sensoriel. J'adore la bouffe, j'adore manger, j'aime découvrir des nouveaux aliments, mais je suis pas genre... T'es pas si gourmand que ça. Ben, c'est plus que je ne serais pas tant nécessairement à cuisiner. Tu sais, pour OK. moi, cuisiner n'a jamais été un plaisir particulier. C'est comme, je le fais parce qu'on doit manger, puis parce que je veux manger des aliments que je considère qui vont être bons pour moi, mettons. Fait que je sais que je le fais parce que c'est une nécessité, mais ça, j'ai jamais développé ce plaisir-là de me dire, ah oui, yes, ce soir, je vais passer un bon petit 2 heures dans la cuisine, à mijoter des bons petits plats. Toi, je pense que t'es pas mal plus. Ouais, je peux me considérer foodie, mais toi, t'es pas vraiment Parce foodie. que souvent, quand, mettons, on prenait la voiture ensemble, on se parle, whatever, comme tu me racontes, ah oui, j'ai fait tel repas hier, ou genre, j'ai l'impression que tu mets beaucoup de temps dans ce que tu prépares, ou tu aimes ça aller acheter, mettons, au marché, Jean Talon. T'es comme, ah, je suis Ouais. allé chercher, ah, c'est les asperges, je m'en vais directement au marché Jean Talon de tel producteur d'asperges, puis, ou des noix du Québec, ou des trucs, Ouais. tu sais. Fait que c'est sûr que moi aussi, ça fait partie de mon travail, mais Mhm. mon travail, c'est ma passion. Toi aussi, mais d'une façon peut-être un peu plus cérébrale. Ouais. Puis là, on peut peut-être dire que Bernard et moi, on se connaît. Dans le fond, Ben Bernard, non, c'est la première fois qu'on se rencontre. mais dans le fond, depuis le numéro 1 de Caribou, tu Mhm. collabores. Puis il faut dire qu'on est presque voisins aussi, donc Ouais, on se ouais, ouais, croise, ouais. on se croise à l'occasion. Mais d'abord, ça vient d'où ton intérêt pour l'alimentation? Parce que si tu as décidé d'aller Ah. étudier en nutrition, ça part de quelque part. Mais justement, c'est ça l'affaire, c'est que c'est hyper cérébral. J'étudie au cégep en sciences nature, sciences de la santé. Tu sais, j'ai toujours dans ma tête, c'était comme, c'est sûr que je m'en allais en santé, tu sais, en sciences, c'est ça qui m'intéressait. Puis quand j'étais au cégep, je savais pas dans quoi étudier. Fait que je suis allé voir une conseillère en orientation, puis je lui ai parlé un peu, puis je disais, ah, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis en fait, c'est pas vrai, j'avais deux passions, mettons. J'étais très bon en français et j'adorais écrire et tout ça, et j'adorais la science. Fait que là, j'hésitais genre quasiment entre journaliste ou scientifique. Puis là, elle dit, ben pourquoi, est-ce que tu sais c'est quoi être nutritionniste? Puis là, je suis comme, ben pas vraiment, tu sais. Puis là, t'es comme, mais tu pourrais être un mix des deux avec la nutrition parce que faut vraiment que tu expliques aux gens, faut que tu leur donnes des conseils sur comment s'alimenter, mais aussi c'est vraiment très scientifique parce que tu vas voir la biologie, la chimie, des trucs comme ça. Puis j'étais comme, ah ben ouais, ça fait du sens. Fait que je me suis inscrit à l'université parce qu'elle, elle m'a dit, inscris-toi à l'université dans ce programme-là. J'ai fait une demande à l'université pour un programme et c'est tout, là. Puis c'était ça. Mais t'es-tu Puis tombée en amour avec ça? oui, mais je pense que j'aurais pu tomber en amour avec d'autres domaines aussi. OK. D'après moi, n'importe quel domaine scientifique aurait pu me faire triper autant parce que finalement, ce qui m'attire, c'est la curiosité, puis d'apprendre des choses. Mais je suis très content d'être tombé là-dedans parce que je trouve que c'est un terrain de jeu qui est immense, Mm. qui est infini. Je sais que d'ici le jour où je mourrai, je ne saurai pas tout sur l'alimentation. Puis ça me conforte. Peut-être que des gens, ils seraient comme, hey, si t'es pour passer toute ta vie à faire de quoi, j'espère que tu vas être bon dedans. Ou comme tu vas tout savoir à la fin. Mais non, je saurai jamais tout. Puis c'est ça qui me fait comme, ah, OK,
c'est bon, je vais encore apprendre des choses jusqu'à ma mort. C'est de ce dont j'ai besoin. OK. Fait que je suis très content. Mais quand tu étais jeune, est-ce que, tu sais, mettons, dans ta famille, c'était Mhm. important les repas? Est-ce que vous cuisiniez beaucoup? Ben, oui et non. C'est-à-dire que, donc moi, ma famille est moitié québécoise, moitié égyptienne, mais je connais juste ma famille égyptienne. Donc, j'ai été beaucoup plus élevé dans ce côté-là. Et dans ma famille égyptienne, oui, la bouffe, c'est full important Ouais. parce que c'est le lien. Donc, surtout quand tu es issu de l'immigration, l'alimentation devient une des attaches à ton pays d'origine. Donc, pour ma famille, oui, ça a toujours été hyper important. Et donc, mettons, ma grand-mère, elle, ben, je veux dire, et même, j'ai goûté mon arrière-grand-mère parce que j'ai eu la chance de la connaître jusqu'à comme 10 12 ans. Tous les dimanches, toute la famille se réunissait chez mon arrière-grand-mère dans son petit appart à Montréal. On était genre 30 autour de la table, mais Wow. tu sais, collés, 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 avec juste de la bouffe sur la table. Puis, tu sais, c'était juste, il n'y avait aucune raison d'autre que, ah, c'est dimanche, fait qu'on se rejoint. Donc, c'était toujours une tradition très importante. Et donc, oui, la nourriture de ce côté-là, a toujours été très importante, mais je l'ai beaucoup associée Ta grand-mère. à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère et à ma culture, mettons. Ben, ma culture. Ma culture égyptienne, on va dire. C'est Mhm. comme vraiment mon port d'attache à cette culture-là. Versus que dans ma maison à moi, donc avec mes parents, c'était beaucoup plus utilitaire. Mm. Mes deux parents, ils travaillaient. Ma mère aussi, pendant une bonne partie, elle avait une job, tu sais, qu'elle n'était pas beaucoup à la maison et tout ça. Donc, ils avaient une relation qui est beaucoup plus comme la mienne, c'est-à-dire, ben, je ne vais pas mettre des mots dans leur bouche, mais c'est ma perception. On cuisine parce qu'on doit nourrir les enfants. OK. Puis, il faut manger dans la vie, il Mhm. faut nourrir nos enfants, fait qu'on va cuisiner, mais c'est pas genre le plaisir, c'est une nécessité, on va le faire. C'est sûr que tous les soupers, on mange ensemble. Peut-être que là, je trouve ça normal. Tu sais, je te dis, ben oui, on mangeait tous les soirs ensemble, puis que finalement, c'est pas normal dans les autres familles, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a des familles où le repas prend pas cette importance-là, où on Hum, mange devant la télé, hum, où c'est pas comme un moment de, comment dire, de se raconter sa journée et tout ça. mhm. Mais toi, c'était quand même ça à la maison. Ouais, 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 ouais. Donc, nous, c'est ça. Le souper restait quand même assez important et quotidien. Mais c'était pas nécessairement comme tu sais, c'était pas justement: «Ah là, je vous ai préparé cette nouvelle recette qu'on va découvrir ensemble» ou justement, c'est comme peut-être une fois par je sais pas combien de mois, il y avait une nouvelle recette qui popait, puis que là, c'était comme: «Ah, mais là, c'est pas comme d'habitude», Ouais, puis c'est tu ça. sais, Comme des enfants qui exact. apprécient pas trop le travail derrière. Puis Ouais. ta grand-mère, est-ce qu'elle t'a montré à cuisiner? Elle m'a appris quand même un petit peu à cuisiner. Donc dès j'ai des photos là de mettons, dès l'âge de, on va dire 4 ans, où est-ce que je suis sur le comptoir en train de faire un gâteau avec elle, mettons. Puis donc elle, oui, ça a toujours été une tradition. Tous les petits-enfants, comme elle on cuisinait avec elle, justement ce genre Qu'est-ce que vous de petits plats-là. cuisiniez? Ben, des gâteaux très souvent, tu OK. sais, des sucreries, des choses comme ça, là. Mais de Pas tradition nécessairement. égyptienne? Non, On j'essaie peut-tu de dire ça? ouais, j'essaie de penser, mais non, je pense juste des gâteaux. Juste OK. des gâteaux Puis bien normaux. qu'est-ce que tu te Hem souviens de la nourriture de ta grand-mère? C'était toutes des spécialités égyptiennes ou? Oui, en fait, OK. ça, c'est très drôle parce que j'ai eu ces discussions-là avec mon frère et ma sœur beaucoup plus tard, là, en tant qu'adulte, sur notre perception. Dans le fond, là, ma mon attache principale à ma culture égyptienne, ça a été la bouffe. Parce que je ne parle pas la langue. Tu sais, dans ma famille, je sais pas, on va pas voir je sais pas, j'écoute pas de la musique arabe à la maison, des choses Mmh. comme ça. Donc la bouffe a toujours été ce port d'attache-là et donc tout ce que ma grand-mère faisait, automatiquement dans ma tête, je l'associais à: «C'est de la Égyptien. bouffe égyptienne». Après ça, est-ce que ça l'est réellement? Je sais pas. OK. Mais oui, donc oui, tout ce que ma grand-mère cuisinait, techniquement, c'est des plats égyptiens ou peut-être des plats, j'ai le goût de dire des plats qui étaient populaires à une certaine époque en Égypte. Donc, Mmh. au moment où eux, ils ont immigré au Canada, probablement que c'est comme les plats que eux mangeaient à cette époque-là. Évidemment que ça a évolué depuis, Mmh. mais eux sont, quand tu immigres, tu restes figé souvent dans une époque particulière, l'époque où tu vas avoir immigré. Donc, c'était ces plats-là qu'elle nous cuisinait. Tu t'en Euh, souviens-tu de ben certains oui, plats? ben oui, oui. Donc, ben mettons, OK, mettons mon plat bref, puis c'est le plat national égyptien, ça s'appelle la molokéa. OK. C'est la soupe verte, OK? Donc, c'est une plante qui s'appelle la corette potagère. Donc, c'est une plante qui pousse au Québec aussi, d'ailleurs, qui peut pousser au Québec dans nos potagers. Mais donc, c'est une plante qui a une texture mucilagineuse quand tu la mets dans l'eau. Tu sais, comme des okras. Ouais, ouais, Fait que ouais, ça ouais. devient comme un peu gluant, si on veut. Donc, tu fais un bouillon avec les feuilles de cette plante-là. Tu mets du riz, tu mets du poulet ou une autre viande que tu voudrais. Puis après ça, tu l'assaisonnes avec du vinaigre et des oignons. Très, très, très Ah simple. Puis ouais. tu mets du pain pita aussi grillé dedans. En tout cas. OK. Fait que ça se mange comme une soupe, mais soupe très consistante parce qu'il y a quand même beaucoup de riz. Tu sais, c'est à mi-chemin entre un plat en sauce et une soupe, mettons. OK. Et ça, c'est comme vraiment mon plat préféré. Puis justement, c'était comme le meilleur argument pour ma grand-mère. C'était
Je pense cuisiner une mollo ce dimanche, qui viendra? Tu sais? Puis c'était comme elle savait qu'elle allait attirer tout le monde à la maison Ses si elle enfants décidait et de faire, petits-enfants. de la mollo. Fait que la mollo, c'est sûr, les feuilles de vigne. Nous, c'est les feuilles de vigne chaudes qu'on mange. OK. Tu sais, sinon, elle faisait des escalopes panées, ce qui s'appelle du macaroni à la béchamel, qui honnêtement, c'est drôle parce que c'est pas du macaroni déjà à la base. C'est juste des pâtes au four. C'est comme un je sais pas comment dire, c'est comme Quelle un sorte de pâte, mettons? ben là, elle, c'est pas les penne, mais c'est rigatoni, je pense. Tu sais que c'est comme des penne, mais plus gros. Ouais. Fait que je pense que c'est rigatoni, en tout cas, peu importe, avec effectivement de la béchamel puis par-dessus de la chapelure. Que ça, je sais pas c'est quoi l'origine, mais je sais que ça se mange genre en Égypte, pour OK. vrai, parce qu'après ça, j'ai comme cherché, puis là, j'ai vu, OK, il y a d'autres personnes qui mangent ça, mais ça a vraiment pas l'air d'un C'est plat arabe juste de pantoute. la sauce, Fait que ben, c'est juste, il y a entre guillemets, de la sauce béchamel, des c'est pâtes. majoritairement il y a un peu de sauce tomate, mais c'est des OK. pâtes, la sauce, un petit peu de sauce tomate, puis plein de béchamel, puis c'est gratiné, mettons, ou peu importe. Fait que macaroni à la béchamel aussi, ça, c'était pas mal dans mes préférés, dans mes trucs qu'elle faisait. Il y a plein de choses, aussi, ben, mettons des courgettes farcies, hem, du riz au vermicelle. Fait que, tu sais, c'est du riz, mais après tu casses des vermicelles puis tu les fais revenir. Fait que, dans le fond, c'est un plat d'accompagnement. Fait que c'est du riz, mais dedans, tu as des petits vermicelles qui sont grillés. Vermicelle de riz aussi? Non, je pense que c'est des pâtes. D'après moi, c'est des pâtes. Mais tu vois, je l'ai jamais recréé cette recette-là, fait que je pourrais même pas te dire. Y a-t-il quelqu'un qui recrée ça dans ta famille? Ah, ça, c'est intéressant parce que, ben, en tout cas, pour faire une longue histoire courte, donc ma grand-mère est décédée cette année, Ah. mais ça faisait à peu près 10 ans qu'elle avait l'Alzheimer. Donc ça fait longtemps que j'ai pas mangé des recettes qu'elle, elle faisait à cause de ça parce qu'elle avait plus les fonctions pour être capable de faire ces recettes-là. Puis justement, j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet-là sur la dernière fois que j'ai mangé, mettons, un plat que ma grand-mère puis que je savais pas que c'était la dernière fois nécessairement et même les dernières fois qu'elle m'en faisait, ça goûtait plus pareil. Tu sais, dans le sens que j'ai commencé à voir les signes de la maladie dans la recette parce que je réalisais que ça goûtait plus comme avant. Genre, elle avait oublié de mettre du sel ou elle avait laissé ça comme pendant plus longtemps sur le feu ou des choses comme ça. Donc, la recette n'était plus comme avant. Donc, il y a un leg qui a commencé à se perdre à cause de ça. Wow. Pourquoi je te raconte ça? C'est que pendant la pandémie, sa sœur, donc qui est ma grande-tante, elle a décidé justement de rassembler toutes les recettes familiales pour éviter que ça se perde. Probablement, j'en ai pas parlé, mais elle, je sais qu'elle le voyait un peu comme je veux m'assurer que les traditions ne se perdent pas dans la famille, donc c'est comme mon cadeau à la famille avant de mourir. Ben, elle va pas mourir demain, là, ma grande-tante, mais c'est juste comme un cadeau de famille on s'assure que ça se perde pas, mais peut-être que ça a été motivé à voir ma grand-mère, justement. Et, et donc, on a un livre de recettes maintenant de la famille. On a pris des recettes de mon arrière-grand-mère de son livre de recettes qui avait été écrit à la main, avec des recettes de tout le monde. Puis on a fait ça, imprimé, puis tout ça, fait qu'on les a. Et donc, Wow. depuis la pandémie, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à cuisiner des recettes moi-même. Donc, c'est la première fois que je cuisinais, mettons, la molo, qui était mon plat, tu sais, typique. Mais là, je l'ai cuisiné moi-même, tout seul, chez moi. Comment ça s'est passé? Ah, c'était malade, là. Comme pour vrai, j'ai pleuré, là. Tu sais, Oh. la première fois que j'ai mis les ingrédients dans la poêle, l'odeur, j'étais comme: «Je suis chez Teta. Tu sais, je suis chez ma grand-mère. Ça se peut pas, ça sent exactement comme quand je m'en allais chez elle le dimanche» et donc c'est fou le pouvoir des aliments de nous faire voyager dans le temps, de nous faire voyager dans les souvenirs. Hem Puis là, tu plus dans le cérébral, là. Tu vraiment dans le exact. Ah, c'est sensoriel, là. tellement hot que tu dis ça parce que la bouffe égyptienne, c'est la seule bouffe que j'ai du plaisir à cuisiner. C'est Pour vrai? bizarre, hein? C'est tellement bizarre, mais je le sais. Genre, je suis content si je vais cuisiner de la bouffe égyptienne. Puis, je sais pas pourquoi. Ben, je veux dire, on peut le deviner, le pourquoi, mais je le sais que je n'ai pas du tout la même barrière à dire: «Ah, ça me tente pas de cuisiner ce soir», si c'est pour de la bouffe égyptienne. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué au moment où j'ai commencé à en cuisiner. Mais est-ce que tu penses que ton travail de nutritionniste te fait voir un peu toujours ce que tu manges sous le prisme de la nutrition? Ou Et pourtant pas, parce que, tu tu connais un pas un peu mon travail. ouais, tu pas un nutritionniste classique, si on peut dire? Ouais, je vois tellement pas la bouffe comme un paquet de nutriments, puis je me suis tellement battu dans ma carrière pour qu'on arrête de voir les aliments comme des paquets de nutriments. Donc, c'est même pas ça, cette barrière-là. C'est vraiment une barrière de j'ai le goût de faire autre chose. Tu sais, Mmh. d'habitude, c'est comme non, j'ai le goût de faire autre chose que de cuisiner, puis c'est comme tout ça. Si je suis en chalet, c'est pas pareil. Si je suis en chalet puis j'ai le temps, je suis avec des amis, ah là, pas de problème, on va faire des bons repas puis on va prendre tout notre temps, mais je pense que c'est comme peut-être parce que la job prend trop de place dans ma vie. Peut-être c'est ça le vrai problème en réalité. Mais
Tu sais, je le vois vraiment que si dans le quotidien, c'est pas un plaisir, mais c'est pas une affaire de barrière nutritionnelle. Non. OK. Mais qui cuisine chez toi alors? Et moi et Simon, mon chum, on cuisine, mais parce qu'on a besoin de le faire. Mais tu sais, peut-être que lui aime un peu plus ça que moi. Peut-être. Mais là, s'il était là, peut-être qu'il dirait pas la même chose. Mais donc on cuisine, mais juste Mais c'est quand parce même que surprenant. On pourrait penser que, vu que c'est ton métier, que, tu sais, la nutrition, l'alimentation, ça fait mmh partie de ta vie, que c'est comme une passion, qui dure toute la journée jusqu'au soir quand il faut que tu ouais. cuisines, mais non. Peut-être que j'ai épuisé mes batteries. Tu sais, dans le sens que je pense à la bouffe du moment où je me réveille quasiment jusqu'au moment où je me couche. Donc peut-être qu'il me reste plus d'énergie mentale pour y penser. Tu sais, je sais pas, là, je réfléchis de même, là. Mais toi, en fait, c'est ça, on est dans la même position, c'est ça le pire. Mais toi, tu pas le même Non, résultat. non, moi, c'est différent parce que, comment dire, moi, tu vois, c'est le lien. Comme tu dis, d'aller au marché, le lien avec la terre, le lien avec les producteurs, si j'ai le goût de l'amener jusque chez nous. Puis moi, il y a un côté très créatif pour moi dans cuisiner. Mmh J'aime ça, genre, prendre plein d'affaires puis arriver à créer quelque chose. Moi, c'est ça. mh. Puis ça me relaxe aussi. Ça, faut le dire. OK. Je pense à rien quand je cuisine. Mmh. Tu sais, moi, tu vois, mon travail, ben, qui est comme le tien aussi, mais Ouais. je suis toujours devant un ordi, c'est ma tête. Là, je trouve que, justement, je suis plus dans le Tu sensoriel. bouges ou ouais. Ouais, mais d'abord, mettons, là, les gens, c'est sûr qu'ils se demandent quand même qu'est-ce que tu manges. Mais Genre, mettons, c'est quoi ton repas de semaine? Qu'est-ce que tu manges? oh mon Dieu. Hem, pour vrai, je pense que mettons, si un truc classique que c'est quasiment sûr que je vais faire, en tout cas, je fais assez souvent, c'est, des caries. OK. Évidemment, c'est ma version, là. Je n'aurais pas la prétention de dire que, genre, c'est la recette traditionnelle, une recette traditionnelle indienne, mais je pense que je suis rendu pas pire pour faire des bons caries, genre, de pois chiches, mettons, tout ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis j'aime me faire une bonne grosse batch. Fait que je sais que je vais en avoir pour plusieurs repas. Ça, j'avoue que c'est vraiment très basic, mais j'aime bien ça. Sinon, dans les trucs vraiment basic, 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 là, je vous ouvre mon intimité, complètement. Mais mettons le midi, parce que moi, je travaille de la maison. Donc, évidemment, si j'ai des restes, je vais manger les restes, c'est parfait. Mais admettons que j'ai pas de restes, mon truc vraiment de base, mais vraiment non, je veux pas dire paresseux parce que c'est pas une bonne chose à dire, mais quand j'ai vu que ça me tente pas de prendre tout mon temps, puis je veux retourner travailler ou me reposer, c'est je prends un pain de naan, puis je mets genre du fromage, mettons, dessus, puis je mets, mettons, des légumes. Fait que je me fais genre une mini pizza, on va dire, Bah, avec du quand pain de naan même, puis quand du même. fromage. Ça, là, c'est quand même un dîner basic, très souvent chez moi, comme parce que justement, c'est vraiment rapide à faire. C'est ça que je veux. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que je veux pas que ça me prenne du temps. Je veux que ce soit rapide ce que je mange, mais que ce soit bon au goût, puis que ce soit pas, tu sais, que ce soit fait avec des aliments frais le plus possible, ou tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Ben, je veux dire, il y a plein d'autres affaires, là, mais je mange pas juste ça. Mais ouais, sinon des restes, les restes du souper, ça va souvent être un classique pour mes dîners, là. Mais est-ce que tu cuisines beaucoup ou tu vas être plus du genre à acheter des plats préparés? J'achète pas de plats préparés, vraiment pas. C'est ça. Ça, Parce que c'est pas bon pour la santé? mais c'est ça qui me gosse! OK, pourquoi tu me demandes ça? C'est méchant. Parce que, oh my god, c'est ça. Des fois, autant donc mon but dans la vie, c'est que les gens se sentent pas coupables quand ils mangent, puis j'ai tellement essayé de démocratiser le fait qu'on peut manger ce qu'on veut dans la vie, puis c'est vraiment correct, puis j'y crois vraiment. Mais évidemment que la science reste quand même de certains côtés que oui, manger en majorité des aliments frais et peu transformés et cuisiner le plus souvent possible, ça reste des recommandations qui semblent être cohérentes avec une bonne santé. Et ça, j'y crois fondamentalement. Parce que c'est pas juste que j'y crois, je veux dire, c'est ça que la science dit, puis donc c'est sûr que ça fait partie de mes valeurs. Donc effectivement, j'achète vraiment pas beaucoup d'aliments ultra transformés, sans joke. Puis des fois, ça me gosse de moi-même parce que je suis comme là, je me suis comme: «Ah ben là, je suis comme le nutritionniste stéréotypé que, ah ben non, moi, j'achète pas des aliments ultra transformés». Mais Ça t'arrive jamais, ben genre? oui, non, je te dis pas jamais, Mais mettons, mais là, un craft dinner. non, ça Non, pas non. ça, OK. Mettons des chips, ça peut arriver, mais c'est Ça peut arriver? ouais. Non, mais c'est ça. Je te dis, c'est ça qui est weird. Ben, pas qui est weird, mais autant je m'en fous, ben, ah, autant je tu vraiment mis le doigt sur une de mes contradictions, en fait. Parce que autant c'est ça, autant genre je suis capable de m'en foutre, autant ça me tente quand même plus de manger des aliments frais, puis ça me tente plus que j'ai pas le goût de manger des aliments transformés trop. Et en plus, souvent, si je suis comme déçu.
Tu sais, souvent, c'est comme ça goûte même pas aussi bon qu'on pense. Fait que, fait que oui, des chips, ça peut arriver, mais c'est plus honnêtement, c'est pour Simon. Moi-même, je les mange jamais ces chips-là C'est parce pour que Simon, lui, c'est comme il aime ton v ouais, chum. mon chum parce que lui C'est une belle excuse, ça. ah oui, c'est ça. Non, mais parce que c'est même la joke un peu parce que lui, c'est le truc qu'il aime le plus, c'est les chips. Fait que je n'ai pas le temps d'en manger. Tu comprends? Tu sais, c'est comme sinon, j'ai eu une phase à un moment donné où j'achetais des ramen, tu sais, mais j'ai arrêté cette phase-là aussi, à un certain moment. Des ramen en Les sachet? ramen en sachet que là, je pimpais. Fait que là, mettons, je faisais mes ramen, puis là, après, je me faisais sauter des légumes à côté, je faisais des œufs, tout ça, mais c'était comme ma base, c'était comme les ramen en sachet, puis après ça, je rajoutais des trucs, que pour moi, c'est comme un compromis satisfaisant pour moi. Tu sais, je suis comme: «OK, oui, j'ai pas fait, mon propre bouillon, là, mais je me suis cuisiné des légumes à côté, puis j'ai mangé des œufs», fait que je suis comme pour moi, ça fait la job vraiment. Mais je me suis écœuré aussi parce que finalement, j'étais comme: «Ah, quand je mange ça, je me sens pas si bien que ça», puis tu sais. Fait que non, fait que pour vrai, sans joke, j'achète vraiment pas tant d'aliments transformés, à part, mettons, des sauces, là, tu sais? Des sauces déjà faites, mais c'est ça, là. Tu sais? Mmh. Fait que ça me gosse de moi-même parce que des fois, j'ai l'impression que ça a l'air d'être quasiment trop genre: «Ah non, moi, je mange pas ça, des aliments ultra transformés», mais c'est pas une affaire de supériorité, puis si vous voulez en manger, mangez-en, c'est juste c'est ça. Moi, j'avoue qu'il y en a pas beaucoup dans mon panier, je dirais. C'est bon. Mais là, t'allais dire quelque chose. J'allais dire quelque chose, mais qui fait encore plus nutritionniste puis qui me gosse encore plus de moi-même. Ben là, tu Fait que, commencé. non, mais c'est juste que quand je fais mon épicerie, j'avoue que j'y pense des fois. Pas que j'y pense, mais je suis comme je me dis: «Hey, c'est fou à quel point j'achète pas d'aliments ultra transformés». Ça m'arrive souvent de me faire la réflexion parce que je sais que la majorité des paniers d'épicerie au Québec, c'est ça. Les statistiques sont claires. Puis moi-même, je suis comme je me trouve tu sais, je passe dans les allées là, de trucs transformés. Pour moi, elles existent presque pas ces allées-là. Moi non Je plus. passe tout droit, alors que c'est des allées que tout le monde va dans ces allées-là. C'est normal d'arrêter dans l'allée des boissons gazeuses, puis des Des chips, puis biscuits. des ouais, des biscuits déjà faits. Je peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que j'ai acheté ça. Mais attention, je te dis pas que je mange pas de biscuits, mais c'est juste parce que je sais que anyway, je vais être vraiment déçu par ces petits biscuits-là qui sont rendus minces comme une feuille de papier, puis qui goûtent pas bon anyway. Fait que je préfère bien mieux m'en faire. Puis oui, si je me fais une douzaine de biscuits ou 24 ou plutôt que Simon me fait une douzaine ou 24 biscuits, ben, je vais peut-être en manger plein là, pendant la soirée. Donc c'est pas une affaire de nutrition, c'est pas tu sais, c'est juste comme, c'est bien meilleur si je le fais moi-même, puis il y a des affaires qui sont plus faciles à faire. Ou tu sais, un autre truc vraiment niaiseux, mais c'est que maintenant, Simon, il fait son granola. Ça fait plusieurs années que c'est lui qui fait le granola. Fait que, tu sais, même les céréales à déjeuner, c'est nous-mêmes qui les fait, tu sais. Alors que ça, c'est des trucs de base là, dans le panier d'épicerie du monde. Fait que c'est ça. Fait que ça me gosse beaucoup de moi-même parce que j'ai tellement toujours voulu défaire cette image-là des nutritionnistes qui sont plus parfaits que tout le monde puis qui essaient de manger mieux que tout le monde. Fait que là, parce que je respecte mes propres recommandations, je me gosse moi-même. Ouais, je comprends. Mais mettons qu'on va, à l'épicerie avec toi, là, Ouais. qu'est-ce qu'on trouverait dans ton panier, mettons? Ben, beaucoup de fruits puis de légumes. Sans joke, la majorité du panier, c'est des fruits puis des légumes, là, vraiment. Sinon, c'est ça, du pain. Puis là, c'est comme plusieurs sortes de pain, là. Fait que pain tranché, pain de naan, pain pita, des bagels. Fait que, tu sais, T'achètes pas ton pain à la boulangerie? eh non, malheureusement, OK, on ouais. a appris ça. Je suis trop cheap pour ça. Quoique c'est rendu à peu près le même prix, ça, le pire. Ben, c'est vrai que le pain de boulangerie, on est plus rendu des fois près de 10 le pain, Hein? mais OK, ouais. bon, ben, c'est ça. Ça prouve que je suis vraiment rendu, déconnecté de ça. OK. Fait que, ouais. Fait que bref, oui, je suis trop cheap pour ça, malheureusement. Mais sinon, ben, des légumineuses, du tofu. Tu sais, c'est vraiment c'est pour ça du hummus, du hummus, ça, j'en achète déjà déjà fait des fois. Mais on le fait aussi souvent parce que ça coûte vraiment moins cher de le faire soi-même, Mmh. puis c'est pas compliqué, puis ça va être meilleur, là. Fait que beaucoup de légumineuses en conserve. Mais tu pas Hem, végétarien, mais il y a une grande partie quand même J'achète de pas de viande. t'achètes pas de Ouais, viande, OK. on mange pas de viande à la maison ou très, très peu. Ça arrive des fois quand je me fais de la molo particulièrement, parce que c'est un plat qui demande du poulet. On achète genre, tiens, les poulets déjà cuits, mettons. Fait que Poulet ça déjà ouais, cuit? fait que ça, c'est comme le truc, c'est la seule J'avais l'air viande de te juger, mais je ouais, pense que je t'ai un peu jugée. c'est la seule chose que j'achète, mais c'est la seule viande que je vais acheter, puis c'est no joke, là, si c'est une fois par mois que je vais manger un poulet, c'est le gros maximum. Tu sais, c'est vraiment très, très rare. On mange plus de viande du tout, là. Poisson, Rarement aussi. Vraiment, là, c'est de temps en temps, là, mais c'est assez rare. C'est majoritairement végé, ce qu'on mange, là, la est-ce que plupart du temps. c'est à cause
de tout ce que tu sais sur l'alimentation? Possiblement que je l'ai internalisé tellement qu'aujourd'hui, je le ressens plus comme ça. Mais ça se peut que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'impact environnemental de l'alimentation, ça fait 10 ans déjà. Mon premier livre, c'était il y a 10 ans, tu sais. Fait que ça se peut que j'ai comme, au début, fait un effort conscient d'intégrer le tofu parce que, mettons, chez mes parents, on mangeait clairement pas du tofu. Euh, mais aujourd'hui, c'est juste normal. Pour moi, ça serait complètement anormal d'aller acheter de la viande à l'épicerie, là. Vraiment, comme, ça se fait pas comme, ça n'existe pas, cette section-là dans l'épicerie pour moi, vraiment. Fait que non, on n'achète pas de viande, c'est vraiment végé en très grande majorité. Mais je mange de la viande au resto, je mange de la viande si je vais chez mes amis ou dans ma famille, j'en manger, là. C'est pas que j'en mange pas, mais chez moi, T'en cuisines on pas. n'en cuisine pas du tout. Vraiment OK. pas. Puis est-ce que depuis, bon, il faut dire que tu parti, ben, le nutritionniste urbain a des produits, je peux pas dire dérivés, là, mais je veux dire, tu vends des semences, Ouais, tu fais pousser quelques légumes chez ouais. toi. Est-ce que ça fait partie de ton alimentation? Mettons, ton jardin, pour toi, est-ce que c'est quand même une source d'approvisionnement? Non, je le considère pas comme une source d'approvisionnement parce que c'est trop aléatoire. Surtout qu'il faut savoir que je cultive sur mon balcon. Fait que déjà, bonne chance pour te nourrir avec ce que tu fais pousser sur ton balcon. Là, il y a une limite. Oui, des fois, genre des bonnes, trois bonnes poignées de tomates cerises. Là. Waouh, je suis vraiment heureux dans ce temps-là. Fait que non, c'est un petit bonus de tout, c'est tout. Mais aussi, c'est que je cultive dans la rue. Ouais. Donc, Tu peux peut-être expliquer un peu ton ouais, projet? dans le fond, c'est à la pandémie. Donc, ils ont fait des rénovations dans ma rue, je pense, juste avant la pandémie. Au début, je me souviens plus trop exactement c'était quand, mais ils ont enlevé des places de stationnement pour les transformer en grands terre-pleins pour mettre des arbres et autres. Mais c'est assez grand, vraiment grand. Ils en ont fait 4. Et là, probablement à cause de la pandémie, ça a tout est mis sur pause. Il n'y avait plus rien qui se faisait. Il y avait juste des mauvais arbres qui poussaient, il n'y avait rien. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait hey, tu sais quoi, moi, je vais cultiver des trucs là-dedans. Fait que j'ai pris possession la première année de un terre-plein. Puis après ça, je dis prendre possession, mais bref. Ben, tu as J'ai planté planté des choses. La des première année, j'ai choses. planté des tournesols. Puis là, ça a fait des énormes tournesols Juste qui des me. semences, tu mis? Oui, Ouais. ouais, c'est des semences que j'avais plantées. Euh, et ça a créé des énormes, énormes, énormes tournesols que les gens venaient se prendre en photo. Genre, il y a eu des articles de journaux sur mes tournesols. Tu sais, c'est comme ça a fait la grosse affaire. Fait que là, j'ai fait OK, ça crée un endroit où il y avait juste de la mauvaise herbe. Maintenant, les gens, ils viennent puis ils se prennent en photo avec mes tournesols. J'ai créé un endroit grâce à des fleurs. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais continuer à cultiver ça. Fait que là, j'ai pris possession de 2 terre-pleins maintenant dans ma Qu'est-ce rue. qu'on retrouve? Ben, OK, j'ai fait 2 thématiques différentes dans mes jardins. Donc, j'en ai un que c'est fleurs et petits fruits. Fait que là, la moitié du jardin, c'est des fleurs, toutes des fleurs indigènes du Québec. Donc, pour attirer les abeilles, les papillons, tout ça. J'ai beaucoup d'asclépiades aussi parce que mon but, c'est d'avoir des monarques. Hey, j'ai vu des monarques cette année, mais j'ai pas vu une seule chenille. Fait que je suis très triste. Fait que Mmh. ça a pas. En tout cas, je ne perds pas espoir, mais bref. Fait que beaucoup de fleurs. Et l'autre moitié de ce terre-plein-là, c'est un champ de fraises. Fait que c'est vraiment là, c'est tout le sol est couvert de fraises. Là, puis pour vrai, moi-même cette année, j'ai récolté des centaines de fraises. Puis j'ai vu les gens sont toujours en train d'aller en cueillir. Fait que ça produit super bien. Mais j'ai aussi des camerises, du cassis, Camerise? Je ouais, sais pas vu. ouais, des bleuets, des amélanches. Ça, c'est la ville qui a planté des amélanchiers. Fait que plein de petits fruits puis des fleurs. L'autre côté, c'est mon potager plus classique rangé. Fait que là, c'est des piments, du basilic. Cette année, j'avais du concombre et j'ai des arachides aussi et de la citronnelle cette année. Mais j'ai déjà cultivé du curcuma, du gingembre, des patates douces. Ah, puis j'ai du safran aussi qui pousse là-dedans. Mais ça, les gens, ils savent pas. Quand ils voient les petites fleurs, quand même, ça coûte cher. Puis ça, c'est un produit aussi que tu vends, Oui, ben en ça. fait, beaucoup des semences que je vends, c'est ça que j'ai planté en réalité, là. Donc, autant les fleurs, les mélanges de fleurs pour pollinisateurs, les arachides, les différents piments, les concombres, même des melons que j'ai cultivés, dont le melon de Montréal, ben c'est des semences que oui, moi je vends, mais que je cultive dans la rue aussi. Mais c'est pour tout le monde. Donc, la majorité du temps, je suis pas capable de récolter quoi que ce soit dans mon jardin, puis c'est bien correct, c'est ça le but, c'est que les gens puissent en récolter. Mais est-ce que tu sais c'est qui vient? Parce qu'on habite pas loin. Moi, je passe pour aller au métro devant Ouais. ce beau jardin. Donc, même moi, j'ose pas prendre de Puis je te le trucs, dis tout mais le temps que tu peux je en sais, prendre. je sais.
Là, j'ai vu que tu avais de l'agastache, là. Ben oui, j'en ai Je plein. pense que je vais en prendre Ben pour me oui. faire des tisanes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, cet aspect-là de ton travail? Parce que, bon, oui, tu écris des livres, Mhm, tu es vulgarisateur scientifique de ton travail. Là, mhm. tu as cette partie-là aussi de tu vends des semences, après, ça fait des petits parce que les gens achètent les semences et plantent Oui. après plantes, fleurs. Qu'est-ce que ça t'amène? Ben, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je tripe sur le jardinage depuis très longtemps. Depuis que je suis adolescent, je tripe sur le jardinage. Mes parents, pas du tout. C'est mon grand-père qui a un potager depuis toujours puis qui m'a transmis cette passion-là. Et donc, ado, j'ai cultivé. C'est moi qui ai dit, hey, je veux faire un potager dans la cour chez mes parents, puis c'est moi qui ai commencé à faire mon potager. Donc, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai toujours eu des balcons remplis de plantes et c'était vraiment important pour moi. Et donc, c'est pour ça que ça a toujours été une passion. Puis comment ça a commencé ce projet-là, c'est que euh, c'est quand j'ai entendu parler des semences ancestrales, donc des variétés de fruits et de légumes que nos ancêtres cultivaient, puis que c'est des variétés qui étaient en train de disparaître ou qui avaient disparu, puis qu'on avait besoin d'aide pour les préserver. Ben là, je me suis dit, moi, ma job comme nutritionniste, c'est que les gens tripent sur les fruits et les légumes. Mais là, grâce à ces histoires-là, je suis capable de les faire triper sur les fruits et les légumes parce que je leur raconte une histoire. Donc, j'ai compris ce pouvoir-là que le jardinage, mais aussi que les semences ancestrales et leur histoire avaient sur créer une connexion entre les gens et les aliments. Sans leur dire Hey, c'est bon pour ta santé, hey, c'est plein de nutriments et tout ça. C'est pas ça que je leur dis, c'est Hey, c'est vraiment hot. Parce que regarde, ce melon-là, là, on le cultivait il y a 100 ans à Montréal, il a presque disparu, mais hey, heureusement, on a réussi à le retrouver. Puis maintenant, toi, tu peux aussi le cultiver. C'est pas incroyable? Fait que je suis capable de faire connecter les gens. Puis là, les gens, ils tripent à cultiver leur melon, à le prendre en photo, à le partager sur les médias sociaux, à le manger. Je suis comme, ben, j'ai réussi ma job de nutritionniste, là. C'est comme, je ne peux pas faire une meilleure promo pour des fruits ou des légumes. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la panse. Ça m'a comme marqué parce que tu dis: «Ah, j'aime pas cuisiner vraiment, mais Ouais. j'aime vraiment jardiner». Ah, OK, Fait qu'il y a quand même quelque intéressant. chose là. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu aimais autant jardiner? Tu sais, mettons quand tu étais jeune, là, avant d'être nutritionniste, avant de penser à ce lien-là, est-ce que tu C'est sais ce que ça t'amenait c'est comme très intéressant. Je pense que pour moi, je pense que c'est le lien à la nature. Je pense que c'est ça qui m'attire plus qu'autre chose. Donc, tu plantes une semence. Il y a une magie, clairement. Là. Tu plantes une semence et il y a une plante qui pousse et après, tu vas récolter quelque chose de ta plante. Pour moi, c'est encore aujourd'hui, je trouve ça fascinant chaque année. Tu sais, je vends des semences. Puis quand je plante une semence puis qu'elle pousse, je suis comme Ah, ça a poussé pour vrai. Puis je suis comme Oui, c'est ça ta business, c'est de vendre des semences. Tu devrais plus être aussi content. Mais oui, quand une plante pousse, je suis comme Oh yes, ça a poussé. Fait qu'il y a cette magie-là, il y a ce contact à la nature. Donc moi, j'aime avoir les mains dans la terre, regarder les insectes, m'arrêter dans mon potager, puis identifier toutes les plantes que je vois. C'est quoi ces plantes-là? C'est-tu comestible ou c'est pas comestible? Ces insectes-là, c'est un insecte qui va m'aider dans mon potager ou qu'est-ce qui. Tu sais, c'est quoi son rôle dans l'écosystème de mon potager? J'adore vraiment, vraiment faire ça. Fait que je pense que c'est plus le lien à la nature, en tout cas, je pense, qui m'attire vers ça. Mais en même temps, je ne triperais pas à cultiver juste des fleurs. Il y a vraiment le côté alimentaire qui est important pour me faire triper autant. Peut-être parce que je le mange ou que c'est comme utilitaire, entre guillemets. Mais je sais que d'avoir juste un jardin de fleurs, ce serait pas aussi le fun pour moi. Mais parce que je peux le manger après ça, je pense qu'il y a quelque chose de plus. Puis je le dis souvent aux gens, tu sais, je suis comme, jardiner, tu dois faire ça pour le plaisir, point. mmh, Parce que tu vas jamais rentabiliser, tu sais, tu vas jamais rentabiliser. Tu vas cultiver des aliments, puis ça va être le fun, puis tu vas être fier de toi, puis c'est une belle activité, mais il faut que tu vois ça comme un plaisir parce que si c'est une tâche tous les jours d'aller arroser, d'aller désherber et tout ça, tu vas pas triper. Mais je le vois un peu de la même manière pour cuisiner. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. Puis si tu me permets d'aller continuer à réfléchir plus loin là-dessus, mais tu sais, je te permets. merci. Les messages de santé publique qui disent que tu sais, cuisiner, c'est important. Puis c'est vrai. Mais on présente l'acte de cuisiner comme si c'était facile On présume que tout le monde, part avec les mêmes bases ou que tout le monde, et va le av même le intérêt même intérêt ou le même et le plaisir. même temps et les mêmes prédispositions, alors que c'est pas vrai. Et même, j'ai le goût d'aller plus loin encore.
Parce que je sais pas si tu connais cet aspect-là de moi, mais je suis un grand fan de télé-réalité dans la vie, surtout les télé-réalités qui sont les plus, déplorables possibles. Ah ouais? Donc, tu sais, les Real Housewives of Beverly Hills, par exemple, c'est comme mon dada, là, OK? Donc, est-ce que tu connais cette émission-là ou non? Ben, de réputation, mais je l'ai jamais Fait écouté. que grosso modo, c'est des femmes riches qui vivent à Beverly Hills et qui vivent leur vie, de femmes riches à Beverly Hills qui ont rien d'autre à faire que de chicaner, OK? Donc ça te prend ça pour cuisiner? Non, Non? non, OK. il y a un lien très pertinent que je vais faire avec la cuisine. Ces femmes-là qui sont riches et qui n'ont donc aucune obligation dans leur vie, ce sont toutes des parties de l'acte de cuisiner. C'est-à-dire qu'à peu près aucune d'elles ne cuisine. Elles ont soit des gens qui viennent cuisiner pour elles, soit elles ont des traiteurs, soit et tout ça. Et même l'acte de cuisiner est très souvent ridiculisé. C'est-à-dire, c'est comme, ils ont les plus grosses cuisines du monde entier qui coûtent hyper cher, mais quand tu leur demandes, ah, tu cuisines-tu? C'est comme, ben non, voyons, c'est quoi cette affaire-là de cuisiner, tu sais? Donc, elles se sont départies complètement de cet acte-là. Puis nous, aujourd'hui, ben mettons, moi, quand je vois ça, je suis comme, oh my God, ça n'a pas d'allure, tu sais, comme, elle cuisine pas pantoute, puis elle ridiculise le fait de cuisiner, alors que notre vie à nous tous, tout le monde cuisine. Ben, tu sais, pas tout le monde, mais c'est un acte de base dont on a besoin, tu sais. Mais pourtant, ces femmes-là, ce sont aussi des parties de l'acte de faire le ménage de chez elles. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, même dans la classe moyenne, on s'est départis aussi de cette tâche-là. Et c'est pas vu de la même façon. Alors pourquoi est-ce qu'on accepte dans notre société que il y a une tâche ménagère, entre guillemets, qu'on a décidé, hey, ça, on a le droit de le sous-traiter à quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous, puis c'est comme plus normal de le faire, mais que l'acte de cuisiner devrait rester entre nos mains. Et alors que quand on voit que quand on monte dans l'échelle sociale, la plupart des gens vont se délester aussi de cette tâche-là. Fait que je suis comme, c'est-tu comme un. Mmh. Y a-tu une inégalité là, ou y a-tu. Puis encore une fois, mon but, c'est pas de dire, ah, on- peut-être que c'est pas normal non plus qu'on se départisse des tâches du ménage, là. Peut-être qu'on devrait le faire, notre ménage nous-mêmes, je sais pas, là. Mais c'est juste que la vision qu'on a dans notre société de deux actes ménagers comme ça, ou qu'on classe dans la fonction ménagère, est totalement différente. Moi, là, je regarde n'importe quelle émission et c'est sûr que je vais réfléchir à la relation que les gens entretiennent à l'alimentation. Donc, à la seconde que j'ai écouté ces émissions-là, ou même Selling Sunset, donc qui est une autre émission où est-ce que là, c'est des agents immobiliers qui vendent des maisons ultra chères. Ben, les cuisines sont toujours full grandes, hyper modernes, mais c'est toujours la même joke quand les gens viennent visiter la maison pour voir. L'agent immobilier dit: «Ah, est-ce que vous cuisinez?» Puis là, c'est comme juste un petit genre, tu sais, genre un petit clin d'œil ou genre: «Ah, mon chef cuisine, oui». Ou il y a personne qui cuisine, mais ils ont les cuisines les plus chères du monde entier, donc c'est sûr que ça m'a frappé. Mmh. C'est sûr! Parce que comme, OK, il y a une autre société parallèle que nous à laquelle nous, on n'a pas accès, Ça, c'est clair. parce qu'on n'a pas les moyens, qui, eux, grosso modo, c'est quand tu as les moyens, tu te délestes de cette fonction-là ou tu vas le faire peut-être pour le plaisir. Là. Peut-être si tu fais un barbecue, puis là, tu as le goût d'être sur ton barbecue, peut-être tu vas le faire, mais ils se sont délestés de cette tâche quotidienne-là. Mais nous, on dit aux gens, vous devez tous cuisiner. Est-ce que ta façon de t'alimenter a changé ces dernières années en lien avec tout ce que tu sais, tes préoccupations environnementales? Bon, maintenant, tu as des coffrets de semences aussi pour préserver la biodiversité. Est-ce que ta relation avec la nourriture a changé? Est-ce que tu as peur de manger? Est-ce que tu as peur d'acheter certains aliments? C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai l'impression que on est tous bombardés d'informations sur la nutrition et sur l'alimentation en général, et je pense que beaucoup de gens développent des peurs ou des aversions envers certains aliments à cause de ça. Et ça, c'est très bien documenté, puis c'est très problématique. Puis moi, en fait, j'ai toujours voulu essayer de défaire cette culpabilité-là que les gens ont avec l'alimentation, puis de dire: «Ah, j'ai pas le droit de manger ci, j'ai pas le droit de manger ça», pour différentes raisons. Ça peut être autant des raisons de nutrition qu'environnementales, de mettons: «Ah, si je sais que le thon est en voie de disparition, ben, je peux pas manger du thon, sinon je suis une mauvaise personne», mettons, tu sais. Et donc, il a fallu que je l'applique d'abord à moi-même. Mmh. Parce que, veux pas, c'est comme moi, pour vrai, j'ai pas de culpabilité dans ce que je mange. Mais oui, mon alimentation a changé. Donc, je mange plus vraiment de la viande. Je mange pas des espèces en voie de disparition. Dans le fond, là, j'ai intégré mes connaissances pour arriver à quelque chose qui était cohérent avec ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans mon contexte, je suis content avec les gestes que je pose. J'ai l'impression que j'en fais suffisamment pour ce que je dois faire pour aider à préserver l'environnement ou pour ma santé ou peu importe. Et donc, c'est pas devenu comme un fardeau sur mes épaules. Et j'y pense pas au quotidien. Justement, si je parle de viande, j'en mange pas.
Comme ça, j'ai pas besoin de me poser la question comme ah, c'est mieux que je mange celle qui est nourrie à l'herbe ou celle qui est en pâturage ou celle qui est. J'en mange juste pas, puis je me pose pas la question. Donc, au jour le jour, je suis jamais dans la culpabilité. Je suis jamais en train de penser à ah, c'est-tu bon ou pas bon que je mange ça. Vraiment, vraiment pas. C'est beaucoup plus là, mes envies qui vont le dicter, mais parce que peut-être, effectivement, j'ai mis des balises dans mon alimentation qui aujourd'hui sont tellement intégrés que je m'en rends juste même plus compte. Puis tu sais, quand on parle en santé publique d'adopter des habitudes de vie, c'est un peu ça. Une habitude, c'est pas censé être un fardeau. C'est censé être quelque chose qui est tellement intégré dans ta vie de tous les jours que tu t'en rendras juste même plus compte. Donc, mettons, faire du sport. Ben oui, au début, faire du sport, ça se peut que hey, les premiers temps, il faut que tu te dises ah, let's go, let's go, let's go. Puis à un moment donné, dans un monde idéal, ça va devenir comme ah, j'ai le goût là, d'aller faire du sport. Tu sais, as trouvé l'activité qui te fait tellement plaisir que tu es comme tu y penses juste pas, c'est hey, j'ai tellement hâte d'aller faire mon vélo ou d'aller. Fait que c'est ça une habitude de vie. Donc je pense que c'est là où j'ai fait le changement. Donc oui, ça a évolué selon mes connaissances, je les ai intégrées, c'est devenu des habitudes, donc je m'en rends plus compte au quotidien. Donc j'aurais même de la difficulté peut-être à te les nommer, ces changements-là, parce que c'est juste comme, Sont ils sont intégrés. intégrés puis je m'en rends plus vraiment compte. Puis tu disais, ben moi, je me suis pas coupable de manger tel aliment ou tel Mhm. aliment. Fait que quand on a une de nos questions, une question qu'on voulait te poser, c'était as-tu un ou des plaisirs coupables? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Non! Puis j'ai le goût de vous dire, déliter cette question-là, elle me fâche. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma carrière entière à combattre la culpabilité en alimentation. Et je veux que les gens mangent n'importe quel aliment sans se sentir coupable parce que on est tellement bombardé d'informations qui nous disent qu'on devrait toujours être coupable sur peu importe ce qu'on mange ou qu'on ne mange pas, que les gens développent des relations troublées avec les aliments. Puis là, je te parle pas nécessairement même d'un trouble alimentaire, mais juste des relations négatives où tu te restreins, tu t'empêches de manger ci puis ça parce que ah, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mon poids, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour ci, pour ci, pour ça, que tu te mets à développer plein de culpabilité puis à développer une mauvaise relation avec l'alimentation. Puis ça, comme nutritionniste qui communique dans les médias, les gens qui me suivent, c'est souvent des gens qui sont particulièrement préoccupés par l'alimentation, donc qui ont intégré des sources de culpabilité. Alors, j'ai vraiment toujours voulu aller à contre-courant et dire eh, non, 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 là, tu ne devrais pas te sentir coupable. Et pour moi, le terme plaisir coupable, c'est un terme qui est issu de la culture des diètes, qui nous dit que si tu te fais plaisir, si tu manges un aliment qui te fait plaisir, tu devrais te sentir coupable d'avoir du plaisir de manger cet aliment-là. Et pourquoi? Parce qu'on t'a dit que cet aliment-là avait des conséquences négatives sur ton poids, ta santé, l'environnement ou 10 000 autres raisons qu'on va te sortir. Et donc, pour moi, il y a des plaisirs, point. Il n'y a pas de plaisir coupable. C'est la culture des diètes qui nous fait croire qu'on devrait se sentir coupable. Et même, j'ai le goût de dire, c'est un legs de la religion, là. De comme la gourmandise est un péché, là. On tient ce legs-là de la religion. On peut-tu le laisser tomber à un moment donné, là? Je suis d'accord. En Alors, tout je cas, te repose ma question autrement. C'est quoi l'aliment qui te fait le plus plaisir, qui te donne le plus de plaisir? ouais, ben ça, j'y ai pensé quand même quand j'ai vu la question. Le chocolat, c'est oh my god. Ma vie sans chocolat, là, ce serait pas une vie. J'en mange souvent. Chocolat, Tous les types. 70 Oui, équitable et bio et non, mais OK, mais tu vois, c'est très drôle parce que j'en mange pas les barres industrielles parce que c'est pas bon. Non, c'est trop sucré. Mais c'est juste ça goûte même pas le chocolat. C'est Tu le vrai. manges puis t'es juste comme: «Blac, blac, c'est pas bon». Mais donc effectivement, donc je les mange pas parce que juste je trouve ça me satisfait pas. Si je le mange, ça me satisfait pas. Donc Mais mettons ça peut être de non, mais une ça peut marque, être pas une marque, là, mais je veux dire, est-ce oui, qu'il y ça a peut une être des barre que palettes. t'aimes Ben oui, ça peut être des particulièrement? palettes, haut de gamme, on va dire, là, genre Cantu, mettons, ou des choses comme ça. Ça peut, mais je suis désolé, mais je n'ai pas le budget de m'acheter du chocolat Cantu à tous les jours et je veux manger du chocolat, peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Donc, des fois, ça peut être juste que je me suis cuisiné des brownies ou des biscuits aux pépites de chocolat ou des trucs, mais j'ai besoin, c'est quasiment un besoin, de manger du chocolat plusieurs fois par semaine. Ça, vraiment, là, c'est un plaisir que je ne veux pas m'interdire et je veux pas. Tu sais, c'est comme. Mais je trouve, par contre, que c'est vrai que ça coûte cher, mettons, une barre Cantu. Mais elles sont tellement hot. Et là, je te parle pas, j'adore les bars et j'adore les personnes derrière ces bars-là Mais aussi. ça, tu manges un carré, C'est puis t'es vrai. satisfait. Fait que des fois, t'es comme, oui, ça coûte 10 mais mettons, t'en as eu pour 10 fois parce que t'as 10 carrés. Ça dépend pour qui. Ouais, Mais, OK. mais tu as raison. Le pire, c'est ça. C'est que tu as tout à fait raison que, justement, si je prends une barre industrielle versus une barre Cantu, tu as tout à fait raison que je peux manger la barre industrielle au complet et à la fin, je suis comme,
Mais le goût de chocolat, je l'ai même pas eu vraiment, là. Fait que j'ai pas comblé mon besoin versus la barre Cantu, il y a tellement de saveurs, c'est riche, c'est bon. C'est vrai que tu vas être satisfait peut-être plus rapidement. Peut-être. Mais des fois, tu as le goût de manger plus qu'un carré de chocolat quand même. Tu comprends? Ouais. Mais est-ce que ça te fait peur, justement, avec les changements climatiques, qu'on va perdre des aliments comme le cacao? On n'aura plus de chocolat. Est-ce que tu y penses? Écoute, je ne pense pas quotidiennement au fait qu'on n'aura plus de cacao. J'espère que ça n'arrivera pas puis qu'on arrivera à s'adapter. Mais c'est drôle parce que dans mes conférences, j'en parle souvent de ça. Tu sais, je commence, dans une de mes conférences, je parle un peu des effets des changements climatiques. Puis je dis, tu sais, les changements climatiques ils ont plein de conséquences, mais une des conséquences, ça va être sur notre assiette. Puis là, je leur dis, ben, tu sais, il y a des aliments comme, mettons, le sirop d'érable, le cacao, le café, que avec le temps, ils vont peut-être pas disparaître. De notre vivant, ils disparaîtront peut-être pas, mais ils vont devenir de plus en plus rares et donc ils vont coûter vraiment plus cher jusqu'à temps que peut-être, oui, ils pourraient disparaître. Puis là, je leur dis, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, là, s'il reste plus de sirop d'érable, de chocolat puis de café, en sachant très bien que quand je dis ça, les gens sont comme Non! mais après, c'est comme mais ça, c'est mon punchline, c'est parce que c'est la même chose pour le blé, le riz et le maïs aussi, qui est la base de tout ce qu'on mange. Donc, avant de te capoter sur qu'il y en a plus de sirop d'érable, c'est parce qu'on n'aura plus de bouffe. Point. Fait que comme il y a d'autres raisons de capoter pour le changement climatique. Mais bref, tout ça pour dire que j'ose espérer qu'on va s'adapter et qu'on va découvrir des cultivars, par exemple, qui vont nous permettre de résister au changement climatique. Un exemple, c'est pour le café. Je sais pas si tu as entendu parler, mais en tout cas, ils ont découvert des variétés ancestrales de café. Il y a une raison importante de préserver la biodiversité qui résistent beaucoup mieux au changement climatique. Donc, peut-être que le futur du café, ce sera des variétés ancestrales qui deviendront industrielles éventuellement. Mais donc, bref, tout ça pour dire que je serais bien triste, mettons, si on n'avait plus de chocolat. C'est ça ma... Aimes-tu recevoir? Oui. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Et merci parce que grâce à tes questions, tu me fais faire de l'introspection sur ma relation à la cuisine parce que dans le fond, si on reçoit du monde, je suis quand même contente de faire à manger. Puis je suis fier de qu'est-ce que je vais leur présenter. Puis avec Simon, on aime ça, mettons le brunch, c'est le classique, je te dirais. Plus les brunchs qu'autre Quand tu chose, parce que reçois. c'est plus facile pour la majorité des gens. J'aime ça, mettons, m'inspirer de restos de brunch où je suis allé, puis là, j'essaie de recréer genre une assiette que j'ai vue puis que j'ai trouvé vraiment nice. Puis là, Comme quoi, par exemple? ben, le classique, ça, c'est vraiment si tu veux impressionner le monde, c'est des gaufres ou des crêpes, peu importe, mais le dessus, les garnitures qu'on fait, c'est inspiré, je me souviens plus du nom du restaurant, mais c'est un restaurant libanais. À Montréal ou? Oui, c'est à Montréal, c'est dans le centre-ville, genre. OK. Et donc, j'ai copié à 100% leur assiette, là. Mais je la vends pas, là, c'est juste pour recevoir mes amis. Bref, on fait de la crème fouettée, mais à l'eau de fleurs d'oranger, donc qui est un aromate beaucoup utilisé dans la cuisine du Moyen-Orient. Et après ça, on prend des baklava et on fait un crumble de baklava. Je te Miam. garantis que tout le monde mange ça, puis ils sont comme, c'est incroyable, tu sais. Fait que ça, c'était Ça, un c'est un la hit. recette Ça, c'est la de recette, Bernard. ouais. Et l'autre recette de Bernard aussi, c'est je suis vraiment bon pour faire, ben, en tout cas, à mon avis, j'ai copié l'omelette au feta aussi De du chez Biblos. Biblos. Et ça, je suis rendu bien bon pour faire une omelette au Parce qu'elle feta. est quand même, tu sais, elle est quand même particulière. Oui, C'est quoi le truc? le truc, c'est de cuire à très basse température. Donc, je mets d'abord le feta, puis là, je le fais fondre. Fait que là, il devient chaud. Fait que tout est vraiment chaud. Puis là, après ça, à côté, j'ai mes œufs battus et je fais juste mettre les œufs. Et là, des fois, c'est quasiment genre, je ferme le feu ou il reste à un ou deux, tu sais, mini. Et là, je brasse pendant très longtemps jusqu'à temps que ça commence à prendre la bonne consistance et je retire du feu. Donc, c'est cuit à très basse température et ça reste crémeux. Et ça aussi, c'est un bon hit de Bernard pour les brunchs. Est-ce que tu vas beaucoup au resto? Beaucoup moins qu'avant parce que ça coûte cher. Ouais. Ouais, fait que beaucoup moins qu'avant. Avant, là, j'allais vraiment souvent, puis j'aimais ça essayer des nouveaux restos tout le temps, puis tout ça. Puis maintenant, j'avouerais que j'y vais moins souvent. Puis je choisis mes restos. Tu sais, j'y vais de temps en temps avec des amis, mais je choisis quel resto, puis c'est une occasion, beaucoup plus. Mais tu sais, je te dis ça, peut-être j'y vais une fois par 2 semaines, peut-être que je vais sur un resto, peut-être même Est-ce que moins tu as que tes ça. classiques ou tu vas essayer des Non, j'aime nouvelles beaucoup essayer des places? nouvelles places.
Ouais, j'avoue que ça, j'ai toujours trouvé ça poche. Puis j'en parle souvent avec mon chum, que je suis comme, on a tellement de bons restos à Montréal, puis tellement de monde le fun dans ce milieu-là, mais j'aime tellement ça, moi, essayer les nouvelles places. Puis justement, je sais que je vais pas aller 5 fois par semaine au resto, fait que souvent, j'aurais pas le temps de toutes les essayer. Fait que j'essaye une fois. Tu sais, puis après, je suis comme, OK, là, c'est lui, après ça, c'est lui, après c'est lui. Fait que c'est rare que je vais retourner 2, 3 fois au même restaurant. Pas parce que j'ai pas aimé ou pour d'autres raisons, juste parce qu'il y en a tellement essayé. Fait que je me dis, pour les restaurateurs, ça doit être difficile. Mais sûrement qu'il y a des gens plus fidèles que moi, par exemple. Moi, je suis aux deux, je vais te OK. dire. J'ai mes classiques que j'aime parce que j'ai un accueil là-bas, parce que les gens me connaissent, j'aime Ouais. ça, c'est comme un peu plus la maison. Et Mhm. j'aime essayer, j'aime ça comme avoir les deux. Est-ce que les restos auxquels tu retournes, est-ce que sont plus proches de chez toi ou ça n'a pas rapport? Quand même, ouais. OK, Ouais, c'est ça. ça, j'avoue aussi Fait que... que c'est comme moins impliquant peut-être ou? Ouais, ouais, que d'aller dans l'autre bout de la ville, puis là, t'es comme, ah, tant qu'à aller là, je vais découvrir quelque chose de Ouais. nouveau. C'est quoi ta dernière découverte? C'est le restaurant Marcy sur Saint-Hubert. Puis là, j'ai contrevenu à ma règle parce que je pense que je suis allé 3 fois. Mais parce que c'est vraiment bon. C'est comme, j'ai goût de dire comme pizzeria new-yorkaise, on va dire, avec du bon vin, là. Et justement, c'est super bon. Les assiettes sont vraiment généreuses et c'est pas si cher que ça. D'après moi, c'est quelque chose que je tiens de ma mère, là, le rapport qualité-prix. Fait que OK. ça, peut-être que là, je suis en train de... je deviens de plus en plus sensible à ça. Mais bref, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, c'est ça, j'adore ça. Fait que ça, c'est une très belle découverte pour moi. Puis est-ce que quand tu voyages au Québec ou à l'étranger, est-ce que la bouffe prend une grande place dans ton itinéraire de voyage? Oui, à 100%. Je pense que c'est la première chose que je regarde. En fait, si tu veux me faire plaisir, quand je vais en voyage, c'est pas compliqué. Avec mon chum, c'est les musées, les librairies et les restos. Donc oui, la bouffe, c'est vraiment, vraiment important. J'aime ça parce que j'aime ça bien manger. C'est ça, j'aime ça que ce soit bon. Donc oui, si j'y vais, je vais trouver, OK, c'est quoi le restaurant cool en ce moment? C'est quoi l'endroit que je devrais essayer? Ou bien un classique de comme, ah oui, tu sais, genre, faut que tu essaies ça parce que c'est là qu'ils ont inventé tel plat, mettons, ou des choses comme ça. Oui, ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Puis justement, ça n'a pas besoin d'être un restaurant cher du tout, là. Comme si c'est un bon restaurant puis c'est comme un tacos du bord de rue, ça va me faire très plaisir d'aller manger ce tacos-là, là. J'ai des souvenirs de jeunesse, de comme avec aussi pas d'argent, d'être en Grèce et de me nourrir de gyros en permanence et j'étais très heureux, là. Des petits gyros à 2 €, là. Crois-moi que ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire que Bernard Lavallée est un peu cheap? Mais peut-être, mais ah, peut-être. Je sais pas. Mais Le comme... pire, c'est que pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est important. En fait, ah, le- Cheap, c'est peut-être pas le bon non, mot, mais mais tu comprends ce que je veux dire? T'as parlé plusieurs fois de... j'ai développé ça avec le temps. C'est ça le pire. Avant, je m'en foutais vraiment. Puis maintenant, on dirait que j'ai plus des craintes. Tu sais, puis c'est pas comme si ma situation avait changé, mais maintenant, j'avoue que je suis comme, l'argent, il faut le mettre de côté. Il faut remplir ses REER. Ça me tient réveillé la nuit. Non, peut-être pas, là, C'est mais peut-être l'approche de la quarantaine. peut-être, c'est ça. C'est parce que je vieillis ou à cause de l'inflation dans les dernières années qui m'a vraiment rentré dedans puis que j'étais comme... En fait, OK, ça, c'est drôle parce qu'avec l'inflation dans les dernières années où le prix des aliments a beaucoup augmenté, je sais que je suis pas le seul, là, quand même, mais mon chum puis moi, on faisait souvent des réflexions. On riait parce qu'on disait, ah mon Dieu, on est rendu comme mon grand-père. Parce que mon grand-père, quand il fait l'épicerie ou qu'il nous parle des affaires, il nous dit, hey, j'ai payé tel prix pour... Tu sais, j'ai acheté un poulet puis ça m'a coûté tel prix. Puis on est comme, ben ouais. Puis comme, ben dans mon temps, ça coûtait 50 cents cette affaire-là, tu sais. Donc, c'est bon, c'est le classique, là, Mais avec l'inflation, j'ai commencé à faire ça. Je suis comme, mais il y a 2 ans, c'était la moitié ou c'était le quart du prix, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure, puis ça me fâche. Fait que oui, je suis probablement très sensible au prix ou je sais pas. Puis je pense que j'ai développé ça dans les dernières années. Alors qu'avant, genre, je m'en foutais, mais maintenant, oui, j'avoue que je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Faudrait que je réfléchisse plus parce que là, est-ce que je vis ma vie ou je la vis pour le futur? Je sais pas. Bon, ça pourrait être Fait le que sujet d'un autre balade. oui, absolument. Là, je serais prête avec les questions de rafale. Là, il faut que je réponde en 2 mots, genre. Ouais, une phrase, mettons. OK. C'est difficile pour moi de faire ça. Fait que je vais essayer. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger et qui te sauve la vie. Des, des légumineuses en conserve. C'est tellement boring de dire ça. Ta recette passe-partout ou la recette que tu fais le plus souvent?
Des caries. Des caries parce que je connais facilement la base. Le restaurant où on risque le plus de te croiser. Ben, chez Chili, dans le quartier chinois. Ton café préféré. Le café où tu risques le plus de me croiser, c'est la Graine Brûlée. Parce que c'est à mi-chemin de moi et mes amis pour se rencontrer. Un livre sur l'alimentation qui t'a le plus marqué. Oh mon Dieu. Je mange avec ma tête d'Élise Desaulniers. C'était fondamental pour ma carrière aujourd'hui. Un plat ou un aliment dont tu as horreur. Ben, bizarrement, le poivre. Ça me Poivre? pique trop. Ça me pique trop la bouche. Mais je suis pas si bébé, là. Si tu mets du poivre dans mon assiette, je vais pas chialer, mais ça pique vraiment fort. J'aime pas ça. J'en utilise pas chez moi. Pour toi, faire l'épicerie, une corvée ou un pur bonheur? C'est une corvée. Une corvée, mais qui est correcte. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir aux auditeurs. Je pense qu'un aliment qui va bientôt devenir un aliment du Québec à découvrir, ça va être le pau-pau. Qu'est-ce que le papa? C'est un fruit. C'est le plus gros fruit comestible indigène d'Amérique du Nord. Et il y a des gens qui s'activent à le cultiver de plus en plus au Québec. Donc, je pense que ça va devenir disponible dans les prochaines années. Ça va prendre du temps, mais ça va devenir disponible. Puis, ça goûte la mangue et la banane et le caramel et le sirop d'érable. Genre, c'est incroyable comme fruit. Fait que ça va être quelque chose dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu aimerais manger à ton dernier repas? La molo. La molo. Et si c'était la molo que ma grand-mère a cuisinée, ce serait encore mieux. Merci Bernard pour ton ouverture. Je pensais que je te connaissais, mais j'ai appris beaucoup de choses sur toi. Ben, tant mieux, tant mieux. Merci d'avoir, ouvert les portes de ton garde-manger. Ça fait plaisir. Merci d'avoir posé. Moi-même, peut-être faudrait que j'aille prendre un rendez-vous chez ma psy là, pour aller réfléchir à certaines questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Plus grand que la panse, c'est une production de Cervidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Bernard Lavallée. Pour davantage de contenu sur la culture culinaire québécoise, visitez cariboumac.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.